Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter l'émission Au micro de RTI, avec aujourd'hui la suite de l'émission spéciale consacrée à la flûte à nez des Paiwan, un peuple autochtone de Taïwan vivant dans le sud de l'île. En octobre, lors de la cérémonie des 5 ans organisée dans le village Paiwan de Tuban, j'ai eu l'occasion de rencontrer Raphaël Hu, qui enseigne à l'Université nationale normale de Kaohsiung, qui s'est pris de passion pour cet instrument et a commencé, il y a plusieurs années, à apprendre non seulement à en jouer, mais aussi à fabriquer ses propres flûtes. Parmi ses professeurs, on compte par exemple Giligilao Pavalius, un grand maître Paiwan de la flûte double à nez. Il a également appris à jouer de la flûte à bec auprès d'un autre grand nom de la musique Paiwan, Pairang Pavavalyung, décédé en mars 2023 à l'âge de 88 ans. J'ai donc demandé à Raphaël de partager son expérience d'élève, mais aussi les connaissances qu'il a pu glaner ça et là avec ses différents professeurs. Si vous avez raté le premier épisode, je vous invite donc à aller l'écouter en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette émission. Alors, on avait vu la semaine dernière que la flûte à nez des Paiwan, appelée la lingodan, a la particularité d'avoir 2 tuyaux, un conduit percé de trous dont le nombre peut varier, qui joue la mélodie, et un bourdon, c'est-à-dire un autre tuyau non percé qui produit une sorte de ronronnement, de bourdonnement d'accompagnement et dont la hauteur du son dépend de la puissance du souffle. Cette caractéristique fait des flûtes à nez et des flûtes double à bouche les seuls instruments autochtones de Taïwan produisant une musique polyphonique, et on trouve ces instruments d'ailleurs dans d'autres groupes autochtones de Taïwan. Raphaël m'a expliqué que dans le passé, le droit de jouer de la flûte était réservé aux hommes. Par ailleurs, dans certains villages, la tradition voulait que la flûte à nez soit associée à la noblesse et que les roturiers jouaient plutôt de la flûte à bec. Mais aujourd'hui, ces limitations ou interdits ne sont plus vraiment en vigueur. En fait, traditionnellement, dans la culture Paiwan, les filles ne peuvent pas toucher les flûtes en bambou. Les Han pouvaient se dire « Oh là là, ces Paiwan sont vraiment des machos ». Mais la légende raconte que, pour exprimer la tristesse, le ciel a donné aux femmes le droit de pleurer et a donné aux hommes, qui ne peuvent pas pleurer, le droit de jouer de la flûte à nez. La professeure Hu Tai Li, lorsqu'elle est allée faire des recherches dans les villages de Pingtong, a rapporté cette histoire. Je suis ensuite allé demander confirmation aux anciens et cette histoire existe bel et bien, mais les détails varient selon les villages. Dans certains endroits, la tradition veut que seuls les nobles soient autorisés à en jouer. On l'a vu, les choses changent. Ainsi, parmi les flûtistes Paiwan les plus connus, on compte une femme, Soniao Chuvelyevel, originaire du village de Dongyuan dans la commune de Mudan, dans l'extrême sud de Taïwan. Soniao est née en 1968 et a appris le chant auprès de sa mère et a ensuite appris à jouer de la flûte à nez à partir de 1994 auprès de Sudialou, qui a décidé de rompre avec la tradition et de lui enseigner la flûte à bec et la flûte à nez. Elle a été nominée à plusieurs reprises aux Golden Music Awards pour le prix du meilleur chanteur, de la meilleure chanteuse autochtone et pour le meilleur album autochtone. La célèbre star de la pop taïwanaise Abao, qui est également d'origine Paiwan, a aussi annoncé qu'elle avait commencé à apprendre à jouer de la flûte en bambou. En revanche, s'il est désormais possible pour les femmes de jouer de la flûte, il reste tabou d'en jouer pendant la cérémonie des 5 ans, lors de laquelle les habitants du village invitent les divinités et les esprits de leurs ancêtres à venir au village avant de les renvoyer le dernier jour. De manière générale, il n'est pas bon de faire quoi que ce soit qui pourrait retenir les esprits et les empêcher de partir en paix. Pendant la cérémonie des 5 ans, avant d'avoir renvoyé les esprits des ancêtres et des divinités, on ne peut pas en jouer. Il est aussi interdit d'en jouer le jour du décès d'un chef de village et le jour où un membre de notre famille décède. En fait, de manière générale, si on veut jouer pour exprimer sa tristesse, il faut toujours le faire après. De toute manière, il est presque impossible d'en jouer ce jour-là, car lorsqu'on pleure, le nez est bouché et le souffle ne sort pas bien. Et puis, le son de la flûte peut appeler les esprits. Raphaël m'a aussi raconté que la flûte à nez est tenue en haute estime dans la culture traditionnelle Paiwan et pas seulement à cause de la beauté de la musique qu'elle produit. La respiration du nez, en Paiwan, se dit « nasi ». Quand quelqu'un semble mort, notre première réaction est de mettre votre index sous son nez pour voir s'il respire.
Les Paiwan considèrent aussi que la bouche peut mentir, que de mauvaises choses peuvent en sortir, mais que le souffle de la respiration, lui, ne ment pas. C'est le souffle vital le plus pur de la vie. Donc le mot « nasi » fait aussi référence au souffle vital. Sonia Tuvolevel, que l'on a évoqué tout à l'heure, a justement sorti un album en 2007 intitulé Nasi. Dans cet album, la flûtiste s'écarte des airs traditionnels et prend assez de liberté en mixant le son de la flûte avec d'autres instruments par exemple. Raphaël a insisté sur le fait que pour commencer à apprendre à jouer de la flûte, il faut d'abord apprendre à fabriquer sa propre flûte et que le savoir musical va de pair avec la connaissance de la culture et de l'environnement, de la nature qui nous entoure. Le bambou utilisé pour faire les flûtes à nez ne peut être coupé qu'en hiver. En été, quand il fait chaud, de nouvelles branches poussent sur le bambou. Ça modifie l'épaisseur de la paroi et ça déstabilise le son. Donc la meilleure période pour couper le bambou est entre le solstice d'hiver et le jour du nettoyage des tombes. Après l'avoir coupé, on le fait sécher 6 mois à l'ombre jusqu'à ce qu'il jaunisse. Et si à la fin, quand on tape le bambou sur une surface, le son qui sort est clair, alors c'est bon, on peut l'utiliser. Donc le processus est très long. Mais maintenant, avec le réchauffement climatique, il fait encore trop chaud au moment du solstice d'hiver. Raphaël explique que lorsqu'il a appris à fabriquer les flûtes, les anciens racontaient souvent des histoires qui donnaient, de manière indirecte et détournée, des indications sur le processus. Il y a de nombreux points auxquels il faut faire attention. D'abord, il faut couper le bambou à la hache et non pas à la scie. Et si de l'eau jaillit lorsqu'on coupe le bambou, on ne peut pas l'utiliser. Car selon une légende Paiwan, les hommes, lorsqu'ils meurent, se transforment en vipères à 100 pas, puis en aigles, puis en bambou. Et les sentiments montent en même temps que les bambous qui poussent vers le haut. Et s'il y a de l'eau qui en sort, cela signifie que les larmes de la personne sont restées dans ce monde. J'ai essayé d'utiliser ce type de bambou car ça sentait très mauvais, comme les égouts. Et le son change aussi. Donc ce que disent les anciens peut parfois sembler insensé avec des légendes, des interdits. Mais derrière, il y a toujours une raison. Et on se rend compte qu'il y a toujours une explication très rationnelle. Au début, je me posais beaucoup de questions sur la longueur exacte que le bambou devait avoir, par exemple. J'avais une approche très moderne. Mais plus tard, j'ai réalisé qu'il valait mieux faire en écoutant les anciens. Il a fallu à Raphaël 1 an pour pouvoir finalement sortir un son avec la flûte à nez. Il explique que le mieux est d'avoir un nez plutôt aplati pour pouvoir souffler dans les 2 trous. Avec le recul de l'expérience, il estime que la flûte à bec est plus facile car dès qu'on souffle dedans, un son sort immédiatement. Mais les flûtes à bec sont aussi plus difficiles à fabriquer parce qu'il faut insérer un morceau de bois à l'intérieur. La taille minimale de la flûte à nez est de 45 cm entre les 2 nœuds. C'est difficile à trouver. Il faut aller à 800 mètres d'altitude. Plus la flûte est courte, plus le son est aigu. Mais en général, dans la musique Paiwan, dans les chants notamment, on préfère les sons graves, sauf pour les mélodies tristes. Donc, il faut des flûtes assez longues, mais aussi assez épaisses. Mais plus elle est longue, plus c'est difficile d'en jouer, car il faut que le souffle parcourt tout le tuyau. Dans son article intitulé Sounding Taiwan, publié dans le 22e volume de l'Ethnomusicology Review,
Xu Jiahao, qui est chercheur en ethnomusicologie mais aussi flûtiste, a retracé les efforts des autorités taïwanaises pour promouvoir la transmission de cet instrument. En 2011, la Commission ministérielle des affaires culturelles a classé les flûtes en bambou des paiwan, les lalingodan ou flûtes à nez et les pakulalu ou flûtes à bec comme des arts traditionnels nationaux importants. Xu Jiahao explique dans son article qu'avant ça, dans les années 90, la Commission des affaires culturelles a collaboré avec des universitaires taïwanais pour mener des enquêtes de grande échelle sur les arts locaux et que c'est comme ça que les flûtes paiwan ont été incluses dans le projet de transmission et de préservation des arts populaires. C'est aussi comme ça que des musiciens paiwan ont été distingués à travers des prix. C'est par exemple le cas de Pairang Pavavaliung, dont on avait parlé dans le premier épisode, et de Gilegilao Pavalius, qui ont reçu le titre de garant ou protecteur des arts traditionnels. Ce programme de préservation visant à assurer la transmission des arts traditionnels importants de Taïwan fonctionne sur la base du modèle maître-apprenti en demandant à des personnes comme Pairang Pavavaliung d'enseigner à des élèves pour transmettre leur savoir. Mais il faut remplir certains critères pour pouvoir s'inscrire à ces programmes et Raphaël, lui, a appris en dehors de ces programmes officiels. Il y a bien eu des jeunes qui ont appris ou qui apprennent, mais beaucoup arrêtent. Le ministère de la Culture encourage la transmission en poussant ses anciens à enseigner, mais les élèves doivent remplir certains critères. Il faut savoir parler la langue paiwan, montrer beaucoup d'intérêt, et il faut passer un examen chaque semestre. Et chaque programme dure 3 ans. Tous ces maîtres ont enseigné à des élèves. Le plus jeune de ces élèves a seulement la vingtaine. Mais il faut passer un examen tous les ans. Ces quelques professeurs ont tous enseigné à plusieurs personnes, et notamment des personnes qui ont tout juste 20 ans. Moi, en tout cas, je me dis qu'en attendant, j'apprends, et que si plus tard des gens veulent apprendre, je serai prêt à transmettre ce que j'ai appris. Mais ce n'est vraiment pas facile. Ça ne s'apprend pas en 1 ou 2 fois. Il faut beaucoup de patience. Il faut s'entraîner sans cesse.